Alors, on va voir maintenant, pour vous, juste les grandes notions essentielles, et puis celles qui sont maintenues et celles qui sont, j'allais dire, renforcées, parce que le règlement renforce quand même le droit des personnes concernées. Alors, les notions clés, je vais vous les... quand même, il faut le rappeler. Alors, ça, c'est pas pour le service juridique qui comprend finalement les définitions qui sont données dans les textes, même si ces définitions, j'allais vous dire, elles sont un peu ésotériques. Mais je voudrais vous donner un exemple parce qu'il est parlant. Vous êtes ici, vous me donnez votre carte de visite. C'est une donnée à caractère personnel. Je rentre chez moi, je suis vraiment artisan, j'ai une boîte de chaussures et je mets vos cartes dans la boîte de chaussures. On était dans une relation qui était normale. Cette boîte de chaussures, il se trouve que j'ai fait 3 ou 4 conférences et puis j'ai pas mal de contacts de personnes et je dis tiens, ben, je vais prendre une feuille et sur cette feuille, je vais marquer personne rencontrée lors de mes manifestations et avec qui j'ai eu un échange et qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment très sensibilisés au RGPD. Peut-être je vais leur proposer de leur envoyer une newsletter. Et là, j'ai constitué ce qu'on appelle un fichier, c'est-à-dire un ensemble structuré et stable de données à caractère personnel. Et puis après, il se trouve que j'ai fait plusieurs manifestations. Et puis j'ai plusieurs contacts. Il y a des manifestations qui étaient sur Paris, d'autres sur Nantes, d'autres sur Bordeaux, d'autres là, que j'ai fait des formations. Mais j'ai toujours toutes ces personnes qui sont en contact. Et je vais prendre un classeur en disant personne intéressée par le RGPD et dont la finalité c'est intéressé par le RGPD. Et là, j'ai constitué un traitement. Vous voyez un petit peu, voilà, c'est ça un traitement, c'est ça le mécanisme, c'est ça le mécanisme qui est demandé là-dessus. Je vous rappelle autre chose, parce que quand on fait des audits, et c'est pour ça qu'il faut aller en entreprise, et tous ceux qui vous proposent de les faire à distance, ils n'ont absolument rien compris. Ça concerne le fichier informatique, mais ça concerne aussi le fichier papier. Le fichier papier. Et donc quand on arrive dans un... Alors vous allez dans les bureaux, vous avez le nom des personnes, les contacts, ça concerne les fichiers papier. Et là, vous rentrez dans un bureau et s'il n'y a pas de serrure, si la porte n'est pas fermée à clé, s'il n'y a pas des tiroirs ben là, il y a un gros problème de sécurité. Ça commence par cela. Donc il y a le papier, mais il y a donc ce qu'on appelle le shadow paper, mais vous avez aussi le shadow IT. C'est-à-dire que dans vos postes, vous avez tous réalisé des fichiers Excel de tous les contacts que vous avez eus et pour vous faciliter, vous ne passez pas par ceux qui étaient mis en place. Ben là aussi, ça pose un vrai problème. C'est là où vous avez créé un traitement. Vous avez créé un traitement et ce traitement, en fait, si vous voulez, ben, il faut le sécuriser et il est même clandestin. Il est illicite. Et le responsable de traitement, demain, il y aura un contrôle de la CNIL, et ben, il pourra engager sa responsabilité. Donc ça rentre aussi là-dedans, dans les sensibilisations à faire. Alors, vous pourriez me dire, il y a un truc que je ne comprends pas. Facebook, aujourd'hui, il prend des photos avec l'iPhone 10. On prend mes photos, c'est interdit. J'ai dedans toutes mes données. J'ai des fichiers. Et pourquoi je suis quoi? Je suis un responsable de traitement là-dedans. Alors, il faut vous dire une chose, c'est qu'il y a une exception qui est prévue dans le règlement comme là-dessus, c'est l'utilisation domestique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez, vous pouvez avoir votre Apple avec les photos et tout ça. Vous êtes dans une utilisation et donc vous êtes hors de champ de la réglementation. Donc dans les autres cas, c'est pas au travail il n'y a pas d'utilisation domestique, donc tout ça est considéré comme étant professionnel. Donc vous êtes, c'est des traitements. Ok, c'est un point intéressant. Donc vous avez ces notions clés à bien comprendre. Donc après toutes les questions, il faudra simplement savoir si on est avec des données qui sont directement ou indirectement nominatives, si ces données elles sont anonymes ou si c'est des données qui sont pseudonymisées. Et là, en fait, c'est très important et c'est là où vous rentrez en matière de sécurité. La donnée va être identifiée, le nom, l'adresse mail. Les données indirectes, l'identification indirecte. Alors, il y a un gros débat, vous le savez, qui a été, en fait, dans le cadre du règlement, on considère que l'adresse IP, qui est une donnée nominative indirecte, est une donnée à caractère personnel. Alors, c'est reconnu, la Cour européenne de justice l'a visé. Alors je rappelle simplement que c'est valable pour le civil et pour le commercial. Ce n'est pas valable pour le pénal. Dans le pénal, il y a une résistance, en tout cas en France, de la chambre criminelle à la Cour de cassation qui considère qu'une donnée, l'adresse IP, est une présomption simple. Il faut rapporter après que derrière la machine, il y a une personne. Heureusement, personnalisation des peines. Heureusement.
mais c'est quand même un point important, c'est pas systématique, et tous ceux qui arrivent et qui disent oh, bah, alors maintenant l'adresse IP c'est une donnée à caractère personnel, sauf pour le pénal. Ce qui veut dire que quand vous avez, vous voulez licencier quelqu'un pour l'utilisation du poste, etc., à partir de l'adresse IP, on ne peut pas se contenter simplement de dire c'est son poste. Il faut aller beaucoup plus loin. Données anonymisées, donc c'est un système d'anonymisation qui est irréversible. Et puis données pseudonymisées, c'est-à-dire réversibles. Faites très attention, les services juridiques, faites très attention avec le service marketing, qui utilise soi-disant des adresses pseudonymisées, mais avec des tables de rapprochement, mais qui ne sont pas chez vous, mais chez un sous-traitant. Ça ne marche pas. C'est des systèmes qui ne marchent plus. Ça marche jusqu'au 25 mai, ça ne marche plus après. Il faut revisiter l'ensemble de vos contrats. Autre point qui est important, c'est en fait les données qui sont interdites, sauf autorisation. Alors là aussi, c'est un grand changement. Dans le cadre du règlement, il n'y a plus de déclaration à la CNIL, vous devez tenir des registres. Donc tout est supprimé, sauf certains domaines qui étaient soumis à autorisation et qui concernent en fait les données des données particulières. Ou là-dessus, où vous allez devoir mettre en place des études d'impact. Alors vous avez d'abord, vous verrez le texte dans la loi française, on dit prétendu. Donc vous avez les origines prétendues, raciales ou ethniques. Enfin, on a prétendu. Alors c'est très important parce que dans certains types d'entreprises, c'est nécessaire, et notamment dans les entreprises anglo-saxonnes, mais également dans les entreprises coréennes ou japonaises. Bon, il y a des classifications du personnel qui sont par, en fait, leurs origines. Vous avez les orientations prétendument sexuelles. Attendez, juste une chose, avec maintenant le fait de changement de mœurs dans notre société, la possibilité aussi de se marier entre couples de même sexe, l'orientation sexuelle hétéro était une orientation sexuelle. Et vous les récupérez, il y avait des dispenses avant, aujourd'hui vous les récupérez. Donc les DRH sont un peu inquiètes. Et le service juridique a pas mal de questions. Et donc il faut revoir sur ces fichiers les délibérations qui ont été rendues sur la CNIL et puis peut-être des études d'impact à mener, puisqu'on récupère des fiches qui étaient sur des normes simplifiées, mais avec des données qui sont considérées comme étant sensibles. Les convictions religieuses et philosophiques. Évidemment. Mais dans l'entreprise, on sait qu'aujourd'hui, la question religieuse est un vrai enjeu. Et il y a des gens lorsque vous recrutez quelqu'un avec un voile, si vous l'avez recruté avec un voile, vous ne pourrez plus le licencier parce qu'il portait un voile. Et donc là, sur les trombinoscopes, la question de la photo de la personne, voilée ou pas. Il y a plein de questions, vous voyez, et c'est pour ça que c'est quand même assez passionnant de revoir aussi les conditions de management dans l'entreprise. Vous avez les opinions politiques, les opinions les opinions syndicales. Enfin, là aussi, c'est un enjeu, parce que les élections professionnelles dans l'entreprise, la personne qui est élue et qui demande à ce que ça figure, moi je travaille sur plein d'annuaires aujourd'hui, c'est une vraie question. Et puis alors dans l'administration, c'est aussi d'autres questions. Vous avez quelqu'un qui est à la fois fonctionnaire, mais aussi élu, et qui le fait figurer dans son annuaire. C'est un enjeu, et est-ce qu'il ne faut pas sécuriser... Alors la question, elle n'est pas... Si c'est possible de le faire, la question c'est maintenant de la sécurité que vous allez devoir mettre en place. Et puis vous avez l'état de santé. Alors là aussi, on récupère un peu la médecine du travail, l'infirmière, enfin toutes ces questions, la personne qui est malade, la personne qui part en grossesse, la personne qui a un congé de paternité ou de maternité, l'état de santé, la surcharge de travail. Vous avez vu, on est en train d'essayer d'engager la responsabilité de la femme qui avait conduit un car parce qu'elle prenait des antidépresseurs, et on veut engager la responsabilité de l'employeur parce que la médecine du travail pourrait le savoir. Je ne sais pas comment, hein, parce que quand vous avez un arrêt de travail, on ne met pas pourquoi. Ça, c'est encore un truc délirant. Bon, enfin, bon, ouais. Et puis vous avez des données, alors là il y a des recommandations particulières, il y a toute une stratégie autour de ça, les données biométriques, mais il y a beaucoup d'endroits où vous êtes avec des données biométriques. Moi dans mon cabinet, pour entrer, on est avec des données biométriques. Les données génétiques là aussi, et puis on va y revenir tout à l'heure parce que c'est quand même important, tout ce qui est condamnation pénale et infraction, les fichiers que doit mettre à jour, et les mises à jour aussi, que vous tenez aussi avec par exemple la flotte automobile, les infractions qui ont été commises par des salariés, et qui est un véritable enjeu, et on peut même se poser la question de savoir s'il n'y a pas des études d'impact à mettre derrière, c'est pas qu'une question.
Et il y a toute une réglementation, il y a toute une partie dans le cadre du projet de loi, loi informatique et liberté 3 qui traite de ces questions. Voilà dans les fondamentaux. Alors, les données sensibles et les exceptions, je vous l'ai mis. Donc, vous aurez, bien entendu, vous aurez pour votre usage personnel l'accès à ce document qui ne pourra pas sortir au-delà de votre usage personnel, puisque c'est en fait dans mon livre et dans mon Serious Game. Mais, donc vous pouvez mais vous avez un cas, j'ai fait un tableau ici, si vous voulez, qui permet de voir qu'il existe quand même des exceptions. Alors déjà, dans toute l'administration, la question du consentement, on la supprime, puisque si vous voulez l'intérêt général et pour pouvoir fonctionner, on s'en passe. Et puis il y a des cas, lorsque c'est la sauvegarde des intérêts vitaux, la gestion des membres d'une association ou d'organisme, la nécessaire constatation à l'exercice de la défense d'un droit en justice, à des fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, alors il y a des domaines particuliers, les traitements nécessaires à des fins d'archivage historique et statistique, l'exécution d'obligations RH, des motifs d'intérêt public, et puis l'exécution de contrats, etc. Autre point, dans je l'ai appelé maintenant comme ça, avant j'appelais les acteurs, maintenant je les appelle les acteurs du traitement. Je trouve que ça a tout son sens. Alors vous avez le responsable de traitement. Si vous voulez, je cherchais encore un moyen encore plus simple d'expliquer ça. Finalement, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Vous savez, il y a la responsabilité, responsable des traitements, mais derrière ça, ce n'est pas le fait d'être responsable, c'est l'autorité qui décide de mettre en place un traitement. Et je trouve cette notion d'autorité en droit très intéressante. C'est vraiment passionnant. Donc vous avez le responsable du traitement, c'est l'autorité qui détermine la finalité, les moyens de traitement. Alors vous voyez, on parle de finalité et moyens. Et alors là, c'est très important parce que cette définition qui est reprise, le moyen, vous devez mettre en place des moyens avec des mesures organisationnelles et techniques. Et quand je dis que vous devez vérifier s'il n'y a pas... Le fait de mettre une serrure, c'est une mesure organisationnelle. Et la serrure et le choix de la serrure, c'est une mesure technique. Non mais je vous dis, c'est beaucoup d'itérations et vous devez, vous, en tant que juriste ou professionnel du droit, mettre en place, si vous voulez, des process qui permettent de neutraliser tous les risques. Et plus vous faites, moins le risque est haut. Plus vous le neutralisez. C'est pour ça que je dis que c'est une vraie opportunité. Le statut du sous-traitant, alors c'est vraiment incroyable. Alors sous-traitant au sens, pas un sous-traitant en droit de la distribution, en droit du travail, non, un sous-traitant en matière de personnes à qui on transfère des données à caractère personnel pour pouvoir exécuter une mission ou un service. Avec un enjeu, c'est qu'il y a une qualification juridique dans les contrats de savoir s'il est co-traitant, sous-traitant ou destinataire de traitement. Et là, il faut regarder un petit peu tout ce qui est prévu et les obligations qui sont en place. C'est un enjeu majeur. Le co-responsable de traitement, il a la même responsabilité que le responsable de traitement. Le sous-traitant, il est responsable, mais c'est un peu, si vous voulez, diminué, mais il est aussi responsable. Et c'est ça la grande différence, c'est que vous êtes... le sous-traitant est aujourd'hui a la même responsabilité, même charge de preuve que le responsable de traitement. Oui, madame? Il faut faire ceux des sous-traitants. Oui, oui. Je suis dans une entreprise où on s'est rendu compte qu'il faisait simplement de la prestation de réservation pour ses clients. En fait, on est arrivé à 40 000 sous-traitants. On était 40 000 fois, parce que les clients, on devenait sous-traitants de ses clients. Il faut les recenser. Mais c'est le sous-traitant qui recense, c'est pas le responsable de traitement. Oui, ça dépend après le statut, parce que vous pouvez avoir affaire à un sous-traitant, mais vous pouvez vous-même être sous-traitant, dans le cadre de vos missions. D'accord. Si jamais on vous envoie des données. Et vous le faites pour le compte de la personne qui vous l'envoie. Donc il faut faire une finalité et expliquer pourquoi. Mais un exemple, on a une société A qui fait sous-traiter une activité à une société B. Je sais pas, quel type d'activité? Exemple tout simple, la gestion des payes. Oui. Le sous-traitant, donc c'est lui qui gère les payes pour la société A. Est-ce que le responsable de traitement dans la société A va inscrire ce traitement dans son registre? Et est-ce que le sous-traitant qui lui gère les payes va l'inscrire aussi dans ce registre? Oui, absolument. Et puis vous allez demander au sous-traitant B qui reçoit tout pour faire les payes de vous dire qu'il est en conformité, de vous donner des garanties nécessaires et suffisantes, notamment en matière de... D'accord, donc dans les deux cas, il devra être dans les deux registres, du sous-traitant et du responsable. Oui. Okay. Alors, les quelques sociétés qui sont basées en Europe et qui sont sur des serveurs, alors vous aurez le serveur, les sociétés qui sont en Europe, elles sont en conformité.
Mais enfin, il faut leur demander et vous devez leur dire, ben voilà, merci de me justifier de votre conformité. Normalement, vous avez une checklist à mettre en place. Ok. Ça, quand on fait les mises en conformité, on se met en place. Merci. Merci de votre question. Ok, alors, les acteurs maintenant du traitement, je voulais vous le présenter. Donc, parfois, il faut voir selon les cas. Et vous voyez dans le cas dont vous parliez, monsieur, de la gestion de la paye, on peut se poser la question tout à fait pertinente de savoir s'ils ne sont pas co-responsables. Ils ne sont pas sous-traitants, ils sont co-responsables. Parce que finalement, c'est eux qui le font pour vous, mais vous leur transférez tout. On a aussi des questions qui me sont posées énormément par les DRH. Je prends un exemple très simple, on le verra sur le consentement. Vous allez assister à une formation. C'est l'entreprise, la DRH, qui dit, ben voilà, madame un tel et madame un tel va assister à une formation. La personne assiste à la formation et pour pouvoir en fait assister à la formation, elle a rempli un formulaire. Est-ce qu'ensuite la société de formation peut la toucher directement pour lui faire les propositions de nouvelles formations? Et où vous avez manifesté votre consentement, puisque en fait le consentement vous ne l'avez jamais donné, c'est la DRH qui l'a donné. Vous voyez, c'est des questions aujourd'hui sur lesquelles eh bien, il faut apporter des réponses, les motiver et expliquer. Et on ne peut plus dire, je vous rappelle, que qui ne dit ni mot ne consent pas. Qui ne consent pas, le silence ne vaut pas consentement. Ça, c'est aussi une démarche qui est... Alors, c'est plein de questions à se poser. C'est pour ça que ce qui est génial avec le règlement, c'est qu'il faut revoir un petit peu les process, les formules. Avec les services marketing, on se régale. Hein. Ils faisaient de la quantité, pas la qualité. La démarche du règlement, c'est la qualité. Vous verrez tout à l'heure avec la notion de minimisation, il y a des vraies questions à se poser. Et en même temps, on peut les trouver parce qu'avec du raisonnement juridique, et c'est pour ça que je vous dis que on en sort renforcé. Et c'est pour ça que les juristes, ils sont vraiment leaders. C'est eux les sponsors sur ces chantiers-là. Et s'ils ne valident pas, ben, vous ne passez pas aussi. Et ça, c'est aussi un autre point. Alors, je vous ai mis donc ça, les responsables. Vous verrez. Alors, c'est très intéressant. Et là, je vous renvoie à l'article 26 du règlement. Et puis, vous savez, quand vous lisez le règlement, avant d'avoir une interprétation, vous lisez le règlement et vous allez chercher les considérants qui motivent en fait le règlement. Et si vous ne savez pas comment faire, parce que vous n'êtes pas des spécialistes de la question, allez sur le site de la CNIL, il y a un DataWiz, et vous avez une sorte de bulle avec des épingles, et vous avez les articles, et puis derrière ça, vous avez les considérants. Donc c'est génial, parce que vous lisez l'article et vous avez le renvoi. Moi, ça m'a permis, quand j'ai commencé à... Enfin, bon, on travaille vraiment là-dessus à fond, mais c'était l'outil vraiment idéal. Hein, quand on se cherche, mais quel était l'esprit du régulateur? Qu'est-ce qu'il avait derrière? Comment il motive ce choix? Et là, vous avez tout à fait des explications. C'est même dommage que dans le cadre du projet de loi, ils n'aient pas fait la même chose. Ils l'ont fait pour le règlement, ils n'ont pas fait pour notre loi. Enfin, bon, voilà. Maintenant, on va voir, si vous voulez, maintenant les grands principes dans le règlement. Hein. Je voulais vous montrer les acteurs, les grands principes. Alors, premièrement, l'esprit de la loi informatique et liberté. Je vous rappelle qu'il y a un article qui n'a jamais changé depuis 1978 et qui est pour moi une véritable émotion et qui doit vous guider aussi sur cette notion qui a été transmise dans le cas du règlement. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Autrement dit, nous ne sommes pas des produits. Nous ne sommes pas des produits. Ce n'est pas parce qu'on nous donne des services gratuits que nous devenons, nous, des produits. Non, l'informatique doit être à notre service. Son développement, il doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Regardez, c'était en 1978, c'est ce qui s'est fait avec le règlement. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ça c'est la notion des gabarits et la génétique et la biométrie, ni aux droits de l'homme. Alors c'est le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, qui malheureusement, on n'est pas allé au-delà. On aurait demandé le droit à la suppression définitive. Hein, et le droit à l'oubli, il supporte en fait un conflit avec le droit à la liberté d'expression ou le devoir de mémoire, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Toute personne dispose d'un droit de décider, de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant. Et là, on pourrait rajouter maintenant le responsable de traitement. Il doit mettre en place des principes de privacy by design. Je vais vous expliquer les principes derrière ça. Donc vous voyez, ça, il reste là et c'est quand même un point majeur. Je suis toujours ému quand je vois ce texte parce qu'il est bien écrit. Et il y a beaucoup, des fois dans le règlement, c'est très complexe. Là, il nous dit tout. Hein. Il a déjà tout prévu il y a déjà 40 ans. Alors les objectifs, donc vous l'avez vu, il est important, uniformisation des règles de protection des données au niveau européen, accroissement des droits des personnes renforcés par les traitements,
performance, renforcement de la libre circulation des données, avec des contreparties de responsabilisation des acteurs. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous en prie, attendez, ne me prenez pas pour la directive e-privacy, regardez le lobby qui est en train de monter en matière de cette directive e-privacy sur la notion de consentement dans les relations B2B. Où vous avez tous les annonceurs qui se disent mais c'est plus possible. Enfin, j'allais dire, il y a plein de métiers qui vont tomber parce qu'ils faisaient des choses qui étaient vraiment qu'on ne faisait pas avant, mais maintenant qui vont coûter très cher. Alors, les principes déjà existants, on les retrouve là-dedans, mais je voudrais faire des petits focus là-dessus, avec des réflexions à vous de... Alors c'est mes réflexions, mais je pense qu'elles peuvent nous guider. L'ICIT, au regard de la réglementation applicable en matière de protection des données. Alors je vous ai dit tout à l'heure, il y a une obligation, c'est le fait de tenir des registres. Je vous dirai tout à l'heure l'exception, ou si je ne l'ai pas dit, vous me poserez des questions, parce qu'il existe des exceptions pour la tenue des registres. En 2013, le 23 mai 2013, il y a une décision qui a été rendue par la Cour de cassation qui a considéré que la vente d'un fichier qui n'avait pas été déclaré à la CNIL était hors commerce et donc on pouvait annuler la vente. Je peux vous dire une chose, que tous ceux qui connaissaient cette règle, ils ont fait des fusions et des acquisitions, ils les ont remis à cause, c'était fantastique. C'était des moyens, ou alors pour lever, si vous voulez, des responsabilités, c'était formidable. Je me pose une question. On supprime maintenant les déclarations. Ça veut dire, puisqu'on peut raisonner en analogie, que toute entreprise qui ne tient pas des registres ou qui a décidé de ne pas en tenir sans motivation express est en train d'avoir mis en place, si vous voulez, des collectes de données qui sont hors commerce et qui n'ont aucune valeur. Donc, juste une chose, vous comprenez l'enjeu qui est quand même colossal. Quel service juridique, quelle personne va vouloir se dire ben, je ne mets pas en place un registre, alors que c'est même recommandé dans la réglementation. Donc vous avez un enjeu colossal de la mise en place de ces registres, c'est déjà valoriser la data des entreprises, lui donner une valeur commerciale. Je vous rappelle aussi, pour aller un peu plus loin et appuyer sur le champignon là-dessus, que lorsque Virgin a déposé le bilan, il n'y avait pas une seule entreprise qui a voulu racheter ses locaux, il n'y a pas une entreprise qui a voulu reprendre son personnel, mais à la barre du tribunal, pour 50 000 €, il y a eu le plus bel up-dump du siècle. La FNAC est venue et a racheté 50 000 €, 3 millions de fichiers clients. Opt-in, double opt-in. Fantastique. Donc vous voyez, il y a aussi une valeur, et donc déjà d'entrée de jeu, la tenue du registre vous permet d'avoir de vrais points, et c'est pour ça que c'est majeur. Donc là aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les mises en conformité, ce n'est pas des coûts, c'est en fait de l'investissement. Vous savez, j'ai fait tout ça parce que j'ai essayé d'expliquer à mon boss. Hein, parce qu'il vous dit, mais attendez, c'est quoi encore ce truc qui va nous pourrir la tête et il n'y a pas de contrôle, machin. Bah, voilà, vous avez des arguments qui permettent de faire ça. C'est bon, je suis dans les temps? Ouais, d'accord. Ok. Non, non, mais je vais bon, excusez-moi, mais bon, en même temps, je suis désolé. J'ai pris. Bon, alors. Des points importants dans les nouveaux principes. C'est majeur pour vous, c'est la minimisation des données. Vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de collecter toutes ces données? On raisonne en qualité et non pas en quantité. Mais ça veut dire qu'il faut revoir l'ensemble des formulaires, l'ensemble de vos rubriques. Et vous devez tout revoir parce qu'en fait, on collectait le plus possible parce que le marketing nous avait dit que c'était important d'avoir de l'information sur les personnes. Ben non, il faut savoir. En revanche, j'ai trouvé que, par exemple, quand on envoie une newsletter, vous donner un exemple, j'ai besoin simplement de savoir l'adresse email de la personne, et puis peut-être une donnée, alors je suis en train de le mettre, très intéressante, la donnée de la langue. Parce que si jamais elle est française, c'est bien d'envoyer la newsletter en français, mais si j'en ai plusieurs versions, je peux l'envoyer dans une autre langue. Et déjà, j'ai 2 corrélations. Puis après, je peux lui dire, est-ce que tu voudrais être averti d'alerte sur mes... Et là, je peux peut-être après demander... Et là, il faut motiver. Vous voyez, c'est tout un parcours qu'il faut mettre en place de process. Et puis enfin, l'autodétermination, on en a parlé. Le privacy by design, alors je vais vous le résumer en 2 mots, c'est le responsable de traitement, dès lors qu'il met en place un traitement, doit avoir anticipé dès sa conception et par défaut les conséquences que pourrait avoir ce traitement sur la vie privée ou les libertés fondamentales. Donc c'est une démarche. Donc ça nous a permis de dire qu'avec ça, en fait, on a la réponse au big data. La réponse au big data, c'est de dire que par défaut et dès sa conception, on doit avoir anticipé. Autre point important sur la minimisation des données,
c'est un cas que je voulais vous montrer, on doit collecter que ce qui est nécessaire, on doit éviter les champs libres, alors là c'est le piège si vous voulez à tous les problèmes, limiter le nombre de fichiers contenant des informations et mettre en place des mesures de purge. Alors là aussi, essayez d'aller dans une entreprise et leur dire, vous savez, à un moment donné, il faut purger. J'utilise exactement le terme de purge. Et pas, c'est purger, pas supprimer, c'est purger. Et dans les autres cas, si jamais il y avait un contrôle, ça serait un archivage. Ça pourrait permettre de vous sauver. Ah, quoi qu'encore, un archivage, ça doit être inactif. Ça doit être passif et pas dynamique.